Bonjour, vous êtes sur Radio Mérignac, nous sommes avec Thierry Millet. Bonjour Thierry Millet. Bonjour Eric Gaffard. Alors, ma première question. Hier, donc, le président de la République a dissous l'Assemblée nationale face aux résultats aux européennes et la victoire de Jordan Bardella. Quelle est votre réaction sur cette décision? Ma réaction, c'est que le président de la République a pris acte des résultats, du message qui a été envoyé par les Français, puisque l'on voit bien que, alors qu'en Europe, les élections étaient vraiment européennes, il semblerait qu'en France, les élections aient été considérées comme quelque chose plutôt en relation avec la politique interne de la France, et le message envoyé par les électeurs ressemblait plutôt à un vote sanction. Il leur redonne donc la parole. Bien que l'extrême droite et la droite nationaliste, dans tous les pays européens, fait une percée considérable. Oui, bien sûr, mais le PPE reste, si mes informations sont bonnes, le parti le plus important qui siégera au Parlement européen. Oui. Donc il y a une percée incontestable, mais il reste un PPE dominant. Alors aujourd'hui, la situation risque d'être au- ingouvernable. Aujourd'hui, sur la sixième circonscription, nous avons un député de Renaissance. Pensez-vous aujourd'hui qu'il est en mesure de garder la circonscription? Ça, c'est une question un peu difficile parce que arriver à faire des prévisions électorales, voilà, c'est pas toujours simple. D'abord, y aura-t-il un duel ou il y aura-t-il une triangulaire à Mérignac? C'est la première question qu'il faut se poser en se rappelant que pour se maintenir au deuxième tour d'une législative, il faut rassembler 12,5% des inscrits. En cas de duel, si jamais le député sortant est en tête, ou si jamais il est au coude à coude avec son concurrent, qui pourrait être donc soit un concurrent de la gauche classique, soit un concurrent du Rassemblement national, à ce moment-là, ce sont ceux qui ont été éliminés au premier tour qui seront les arbitres. D'accord. Alors sur Mérignac, le Rassemblement national arrive en seconde position derrière le PS, loin derrière le député sortant. Comment expliquez-vous la situation que le RN soit monté de cette manière sur Mérignac? C'est un vote, d'abord c'est un vote national. Alors, en fait, on est en train de traiter une question nationale, même pas européenne, qui traite une question nationale. Enfin, l'électeur a répondu à une question qu'on ne lui posait pas. C'est souvent une mauvaise habitude qu'on a en France. Lorsqu'on nous pose une question à un référendum, la réponse qui vient est souvent une réponse de sanction vis-à-vis des gouvernants. Voilà. Là, ce sont les européennes. On répond a priori, selon mon sentiment, par une réaction qui est une réaction plutôt de politique nationale. Euh, donc l'ERN est monté dans ce cadre-là. Il est bien plus haut que précédemment. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont insatisfaits du président de la République et de sa gestion. Ça, chacun a son opinion là-dessus. Donc en fait, la poussée, c'est une poussée d'un vote qui est un vote qui peut être un vote d'adhésion pour certains, un vote de protestation contre le pouvoir en place pour d'autres, et l'ensemble fait 21%, pas tout à fait. C'est-à-dire à peu près le même score que le Parti socialiste américain. Hein. On est 21,70 d'un côté, 20,89 de l'autre. Ça se tient à très peu de choses. Oui. Et, et donc aujourd'hui, vous pensez que ça n'aura pas d'incidence sur les élections municipales, cette montée du FN, du RN à Mérignac? La montée d'un mouvement politique a forcément une influence dans une grosse ville. La question qu'on peut se poser, c'est pour savoir quelle influence ça aura, c'est quelle sera d'abord l'issue de ces élections législatives. Si la logique va jusqu'au bout, normalement les Français doivent envoyer des députés
en majorité RN à l'Assemblée nationale. Dans ce cas-là, il est probable que le plus gros parti soit le Rassemblement national, et donc à ce moment-là, nommer un Premier ministre du Rassemblement national. Maintenant, la deuxième question sera de savoir si la France sera gouvernable. En d'autres termes, si le Rassemblement national sera capable d'avoir la moitié des députés. Je crois qu'il faut 289 députés pour avoir la majorité. Ils en ont actuellement, sauf erreur, 88. Donc ça montre toute la progression qu'il faut avoir. Si le RN a réellement un Premier ministre avec la possibilité de gouverner, à ce moment-là, il va avoir, jusqu'en 2026, presque 2 ans pour montrer sa capacité à faire. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup reproché au président de la République de faire du en même temps, selon l'expression consacrée. Là, ce qui va être intéressant, c'est de voir si le en même temps, à la manière du Rassemblement national, ne va pas leur poser des problèmes, parce qu'on ne peut pas proposer de renforcer les mesures sociales, donc les dépenses, et en même temps arriver à rétablir l'équilibre des comptes publics, ce qui est proposé. C'est une sorte de en même temps quasiment impossible. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir gouverner? Point 1. Que vont-ils pouvoir avoir comme résultat? Point 2. Et s'ils n'ont pas les résultats attendus, quel sera en fait leur état au moment d'abord de 2026, municipal, et de 2027, présidentiel, puis probablement législative, puisque le président nouvellement élu, ou la présidente, voudra avoir une majorité pour pouvoir gouverner. Donc ça va être quelque chose d'instable, c'est en tout cas aujourd'hui quelque chose d'incertain. D'accord. Alors, avant de passer à une autre question sur votre peut-être éventuelle candidature, je voulais vous poser une question. Aujourd'hui, pensez-vous que les forces de gauche déjà referont une alliance avec LFI, ou est-ce que vous ne pensez pas que ça a pu créer la montée du Rassemblement national? Ça a pu contribuer à la montée du Rassemblement national. Je commence par la fin de votre question. Pourquoi? Parce que la gauche s'est fondue dans la NUPES. La NUPES, c'est l'alliance des socialistes, des républicains authentiques, avec des communistes. Bon, le communiste c'est beaucoup plus marqué, mais ça reste, on les considère dans l'arc républicain, avec LFI. LFI, c'est quoi? Ce sont des trotskistes. Ce sont des gens qui sont des révolutionnaires. Ce sont des gens qui se manifestent par des propos qui sont anti-judaïques aujourd'hui, extrêmement graves. Ce sont des gens qui considèrent, par exemple, que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste. Ce sont des gens qui, en fait, exploitent les croyances de beaucoup de personnes. Et ce sont des gens, surtout, qui sont issus de l'extrême gauche. Alors, on s'émeut beaucoup de l'extrême droite. Mais la violence de l'extrême gauche en France, l'incompatibilité qu'il peut y avoir pour leur leader, M. Mélenchon, à être tantôt mitterrandiste, tantôt européen, tantôt anti-européen, et de toute façon formé à l'école des lambertistes, concurrents des gens de Krivine, quand il était dans sa plus tendre jeunesse, ça fait qu'on sent qu'il y a une hypocrisie et surtout un clientélisme qui sert de base politique. Le trotskisme, c'est pas un mouvement politique normal. S'allier avec les trotskistes, ça n'est pas normal. En s'étant alliés avec l'extrême gauche, les socialistes et les communistes ont cassé les digues républicaines et ont autorisé par leur comportement, faisant croire qu'on pouvait avoir une alliance électorale sans avoir les mêmes idées, ils ont donc autorisé tous les camps à procéder de même. Ce sont eux qui sont responsables d'avoir fait craquer les digues républicaines. On ne le répète pas assez, mais l'extrême gauche, c'est au moins aussi grave que l'extrême droite. Donc la gauche française s'est compromise. Va-t-elle recommencer? À mon avis, comme ils ont eu un comportement qui était un comportement purement électoraliste au moment de la création de la NUPES,
eh bien, ces personnes-là, à mon avis, sont susceptibles de recommencer puisqu'ils risquent de perdre trop de sièges à l'Assemblée nationale. Ça leur est insupportable. Donc, moi, je pense, contrairement à beaucoup de personnes, qu'ils sont susceptibles de reconstituer ce qui pourtant est quelque chose d'éminemment condamnable à mes yeux. D'accord. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure. Serez-vous candidat ou alors soutiendrez-vous un autre candidat pour ces législatives? Alors je ne serai pas candidat. Pourquoi? Parce que ma vocation, tout le monde me connaît une vocation qui est une vocation municipale. Il m'est arrivé dans le passé de participer à des élections législatives, mais je suis considéré comme l'homme de Mérignac. Mérignac, c'est ma vie politique, c'est une fidélité absolue à notre commune depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, je n'ai de cesse d'exercer un pouvoir d'influence simplement pour que Mérignac change et ne soit pas la ville qu'elle est devenue. Voilà, avec son urbanisme excessif, une croissance qui n'est pas maîtrisée puisqu'elle n'est pas proportionnelle aux équipements que l'on propose aux Mérignacais. Donc moi, en fait, ma vocation, elle est vraiment municipale. Je suis, sauf événement qui serait vraiment extraordinaire, je suis concentré sur la commune. La commune, c'est ma raison politique d'agir. Voilà, je n'en ai pas d'autre. Alors pour autant, je m'intéresse évidemment à la politique nationale. Alors, est-ce que je soutiendrai des candidats? Un candidat? Eh bien, sûrement, mais il faudrait quand même que je les connaisse avant de savoir si je les soutiendrai. Donc pour l'instant, je ne suis pas en mesure de répondre. D'accord. Eh bien, merci Thierry Millet. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Eh bien, merci d'être venu m'interroger et puis je vous souhaite une bonne journée, Eric Gaffard. Au revoir. Merci. Au revoir.